le garde du corps vient dans la chambre et le garde du corps se dit « Qu'est-ce qui se passe avec Houston ?» Quand il va entrer dans la chambre, il va voir qu'il y a du sang un peu partout sur le sol. Il va appeler Houston et Houston va lui dire « Si je suis là, c'est que c'est par amour. Cette vidéo, c'est la preuve même que je vous aime et que j'adore notre petit rendez-vous du dimanche. » Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feeling. Je suis heureux de vous retrouver ce dimanche. Même si moi j'ai un peu la... Parce que cette semaine, vraiment, pour moi, ça a été galère à cause de cette histoire de matrice. Parce que oui, j'essaie de faire changer le capteur par le fabricant. Je l'ai relancé et rappelé plusieurs fois cette semaine. Mais le service client dit que dans ce genre de cas, s'ils prennent l'appareil, ils ne pourront me le rendre que dans un délai minimum de 4 à 6 semaines. 4 à 6 semaines pour le récupérer, grâce bien sûr au... La seule bonne chose avec ce virus, c'est qu'il a fini par me mettre en accord avec mon père. C'est-à-dire que hier, j'ai eu une conversation avec lui et on a fini par tomber d'accord sur une chose. Comme nous avions beaucoup de projets en 2020, on devait faire les Jeux Olympiques, on devait avoir la PlayStation 5 et jouer à Warcraft ensemble. Votre père a conduit les destinées de cette terre 70 ans. Oui, nous avions des choses très importantes pour ce monde à faire. Comme nos projets ont été contrecarrés par le virus, on a décidé comme un accord d'annuler 2020 pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que sur son CV et sur son acte de naissance, désormais pour moi, 2020 n'existe pas, donc c'est une année blanche, il rentre d'un an. Et sur mon CV et sur mon acte de naissance, vu que c'est mon père, bah en fait, cette année n'existe pas. Donc moi aussi, je rentre d'un an. Nous avons décidé tous les deux de recommencer à compter les années de manière normale quand le coronavirus se sera arrêté. Pour le moment, j'ai un peu la rage avec cette histoire de capteur. C'est pour ça que je vais essayer de faire des formats pas trop longs, le temps d'en trouver un nouveau. Et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour une petite histoire sur un chanteur de R&B qui crée le mystère en fait. Ça fait quasiment 15 ans et jusqu'aujourd'hui, personne n'a vraiment le fin mot de cette histoire. C'était Houston, c'était en 2004, il venait d'avoir un gros tube. C'était même l'hymne d'une publicité McDonald's. Et tout s'est arrêté très vite quand au sommet de la gloire, alors qu'il venait d'avoir 2 disques d'or, il s'est crevé un œil lui-même. Il était parti pour être un concurrent de chanteurs comme Omarion, Joe et même Chris Brown parce qu'il arrive en 2004 et Chris Brown arrive en 2005. S'il était resté, il allait être dans cette formule-là, il allait être l'un de leurs concurrents, mais les choses se sont gâtées pour lui. Certains parlent des Illuminati, d'autres disent qu'il a été violé, d'autres disent encore que c'est l'industrie qui a essayé de le transformer de manière mystique, mais il a réussi à s'en sortir. On va essayer de voir les différents éléments dans cette vidéo. Ce n'est pas une analyse de sa carrière parce que fatalement là on parle d'un one hit wonder, mais malgré tout c'est une petite histoire qui a ses mystères ou alors qui est révélatrice de certains aspects obscurs de l'industrie. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à participer au Tipeee, à souscrire à la chaîne, à me suivre sur Instagram parce qu'on commence les lives du confinement lundi et c'est le début quoi. Les filles étaient en délire sur les plateaux télé. Ils savaient chanter, il savait danser, il avait un hit, il était plutôt beau gosse. Et donc, encore une fois, nous sommes en 2003. Ça fait partie de ces chanteurs de R&B qui sont plutôt novateurs dans le genre. On les vend plutôt bien, il a un bon single. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser au fait qu'il s'appelle Houston, il est plutôt originaire de Los Angeles. C'est un gars du ghetto de Los Angeles qui a eu la chance de faire une école académique musicale. Donc, il s'y connaît très bien en chant, il s'y connaît plutôt bien en danse. Et il sait plus ou moins faire du acting. Il a son petit bagage. Et c'est donc grâce à ce petit bagage que Capitol Records, qui à l'époque est en train de vouloir chercher de nouveaux talents sur la scène R&B, le repère, le signe et commence à enregistrer le premier album. Ce premier album de Houston est un cas d'école pour l'époque parce qu'on y retrouve absolument tous les gros producteurs. Et d'ailleurs, le fameux premier single qui est en compagnie de Shingy et de Nate Dogg, c'est typiquement le son de l'époque, la mode de l'époque, les codes de l'époque. Tout est quadrillé pour que ça marche et ça va fonctionner. D'ailleurs, si vous vous rappelez la vidéo sur Shingy, ce titre aurait très bien pu faire partie de son second album et sans Houston. Ce sont les trackstars, à savoir les producteurs principaux des 2 albums de Shingy qui font la chanson. Donc les ressemblances au niveau du son sont évidentes et se comprennent. Mais très vite donc le label Capitol Records se dit j'ai un chanteur de R&B, on l'a vendu sur un premier single hip-hop. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite? Certains se souviennent de la vidéo sur Montel Jordan. Il faut pouvoir faire en sorte qu'il plaise aux filles en fait. Pour pouvoir totalement plaire aux filles quand tu es chanteur de R&B, il faut les toucher, il faut être un lover. Et donc de fait, on lui fait faire un album de lover et on appelle pour l'époque tous les gros producteurs. On a du Babyface. When can I see you again? On a Jay-Z Faye. On a Soul Shock et Carly. Et bien sûr, on a des Underdogs sur l'excellent second single Ain't Nothing Wrong, c'était ça. Si vous
vous aimez la vibe des underdogs de l'époque, si vous avez par exemple aimé la chanson de Mario Oh qui va arriver un peu après, ou si vous avez aimé le How You Gonna Act Like That de Tyrese, And Nothing Wrong est pour vous en fait. C'est la même structure de chanson, c'est très bien chanté parce qu'en fait c'est un bon chanteur et ça sort aussi au bon moment parce qu'après le succès du premier single qui sera même repris dans une pub de McDonald's, c'est-à-dire qu'à l'époque on l'entendait absolument partout, bah en fait ça s'est passé pendant l'été. Donc à la fin de l'année ils se disent on va aller sur la balade romantique, elle va cartonner et elle était partie pour cartonner. Surtout qu'à l'époque il a plutôt une bonne image, il fait la une des magazines et très rapidement même il va arriver aux 500 000 exemplaires vendus pour l'album. Donc logiquement on se dit le second single qui en plus est une bonne chanson, je vous remets un extrait, va cartonner. Ce n'était pas un classique, mais il y avait possibilité au vu de la hype de faire très facilement le platine. En plus, encore une fois, le plan promo était bien étudié. On a le premier single hip-hop qui cartonne. On va maintenant chercher les filles avec des bonnes petites balades R&B bien ficelées. Et là, d'un coup, tout va s'arrêter. La première chose qui va commencer à intriguer à propos de Houston, c'est un truc qui va vous sembler un peu banal, mais c'est plutôt le media training. C'est-à-dire que le mec vient quand même d'une école académique des beaux-arts et en plus, il doit donc s'adresser aux filles. Et quand il va commencer à parler dans les médias, sur les forums américains, notamment encore le forum AOL, il va commencer à y avoir certaines réticences par rapport à son personnage parce qu'on va le trouver beaucoup trop ghetto, beaucoup trop hood au vu de l'image qu'il était censé renvoyer. C'est ce qu'on appelle notamment, et j'en parlais dans la vidéo sur Shine, le media training. C'est-à-dire que tous les artistes américains que vous connaissez ont plus ou moins une tendance à savoir parler dans les médias. Mais c'est pas quelque chose d'inné en fait. Par exemple, un cas très célèbre, c'est bien sûr le cas de Beyoncé. Si vous avez suivi la carrière de Beyoncé, même si vous avez regardé la vidéo sur les Destiny Child, vous avez dû voir que, en fait, l'une de ses faiblesses, c'était bien sûr les interviews. Soit elle était très vite agacée et elle le montrait, soit elle était trop carrée, on voyait qu'elle apprenait son texte. Elle n'a jamais vraiment trouvé la juste balance entre la meuf hyper lisse et trop carrée qui apprend son texte et qui le dit, et la meuf capable de montrer un certain agacement assez rapidement face aux intervieweurs. Si vous connaissez bien sa carrière, hormis les Beehive qui ont découvert Beyoncé en 2012, mais ça c'est encore autre chose. Si vous connaissez bien sa carrière, vous savez que c'est un de ses points faibles. Et d'ailleurs son père le disait très bien lors d'une conférence qu'il a fait, il disait très bien que Beyoncé n'a jamais su faire ça. C'est pour ça que dès qu'elle a pu arrêter les interviews, elle a arrêté. Et que Solange en revanche a toujours été excellente en ça. Et dans cette conférence qui était d'ailleurs très intéressante, il essayait de montrer quoi? Les points forts et les points faibles que peuvent avoir différents artistes et comment à partir de ces points forts et points faibles, on peut leur constituer une carrière. Bref, c'est pour vous montrer que le media training c'est très important parce qu'en fait, c'est la manière dont tu apprends à t'adresser à ton audience en fait. Des cas encore hyper intéressants, c'est des cas comme Ciara ou J-Lo où elles ont totalement changé la manière de s'exprimer pour le meilleur comme le pire en fait. Jennifer Lopez de 98, ce n'est absolument pas la Jennifer Lopez de 2011 qui arrive devant l'Amérique tout entière et que l'Amérique va adorer parce qu'elle est fun, parce qu'elle est drôle, parce qu'elle rit tout le temps et qu'elle réussit à te faire croire qu'elle est madame tout le monde alors qu'elle ne l'est pas du tout. Ce n'est pas la même personne en fait. Elle a appris à devenir comme ça et c'est donc un argument aussi très important à prendre en compte quand tu veux faire carrière, savoir comment t'adresser à ton public dans les médias. Sauf que Houston va avoir une attitude de rappeur hyper ghetto, de mec hyper hood. Limite, il se rapproche même plus de DMX. Ça va surprendre les gens. Des fois, il tient des propos un peu incohérents qui vont totalement s'éloigner du beau gosse, lover, simple qu'on voulait donner de lui et que tout le monde aurait pu aimer. Pas mal d'entre elles ont été supprimées d'Internet. Mais sur ce qui reste, on voit qu'il avait gardé ce phrasé très ghetto, très hood, qui ne correspondait pas vraiment à ce vers quoi le label voulait le vendre. You play any sports or anything like that? I mean, I'm a baller, man. You're I'm a a baller as far as money goes. All right. I'm a baller as far as balling go. I'll ball you up on the court. Okay. You know what I'm saying? If I have to, I'll throw a basketball at your head. Watch your head. Real. Not yours. I won't Yours. miss. Yeah, Now- I won't miss. But you're Les interviews vont se succéder et elles vont devenir de plus en plus incohérentes. Le problème qui se pose pour Capitol Records, c'est qu'ils ont investi. Vous avez vu la liste des producteurs? Ça a coûté de l'argent. Ils ont un gros tube et le mec qui est censé vendre tout ça est un peu bizarre. On lui a donné des habits, on lui a donné tout ce qu'il fallait. Mais lui, quand il parle, quand il réagit, on a l'impression non simplement qu'il n'arrive pas à incarner son personnage, mais qu'au-delà de ça, il n'a pas les pieds sur terre. C'est donc comme ça qu'il va commencer à y avoir une bataille entre la famille et le label. Le label va dire, il faut absolument qu'on l'interne. Ce mec a des problèmes. La famille va dire, comment vous pouvez dire qu'il a des problèmes? Depuis que Houston chante là, on a changé de vie, on a beaucoup d'argent. Comment vous pouvez dire que notre fils a des problèmes? Donc la bataille va commencer comme ça et la première manche va être gagnée par le label qui va réussir à faire qu'on interne Houston juste au moment du lancement du second single. Tout était prêt et là d'un coup, on annonce que le super beau gosse est en hôpital psychiatrique. Pire encore, lors de son séjour là-bas, les médecins vont dire
qu'il est carrément schizophrène. Là, la famille va réagir en disant non, il n'est pas schizophrène et ils vont tout faire pour le sortir de l'hôpital. Le label aussi va céder. Pourquoi? Parce qu'ils se disent on a investi beaucoup, c'est plutôt pas mal qu'il sorte de l'hôpital si on peut gratter quelque chose derrière. Donc il y a une sorte d'entente entre la famille et le label pour que Houston sorte, qu'il refasse de la promo et surtout qu'il aille en tournée. La famille, surtout sa sœur, va insister pour qu'il aille en tournée parce que la tournée, ça rapporte beaucoup d'argent et donc Houston va en tournée, notamment en UK. Et très souvent, l'UK sert de test. À savoir que quand un artiste aux États-Unis, on n'est pas tout à fait sûr qu'il puisse remplir les salles ou alors on n'est pas tout à fait sûr que la tournée va bien se passer, on commence la tournée à l'international. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas détruire totalement son image auprès de son public mère américain. Donc on t'envoie d'abord à l'extérieur et si ça se passe à l'extérieur, on te ramène aux États-Unis. D'ailleurs, c'est arrivé à une chanteuse très très célèbre, l'une des meilleures chanteuses de tous les temps. Sa dernière et malheureuse tournée, c'est d'abord faite à l'international parce qu'ils avaient très très peur que sur le territoire américain, elle se ruine totalement, même si effectivement ils n'avaient pas prévu Internet. Et les vidéos de cette tournée malheureuse ont été partagées partout sur la toile en fait. Oui, c'était Nippy, Whitney. Arrivé à Londres pour relancer une carrière qui n'avait à ce moment-là que quasiment 6 mois, en fait, les choses vont totalement empirer. Alors qu'on prépare les premiers concerts, un jour, Houston est seul dans sa chambre et qu'est-ce qu'il va faire? Selon son manager, selon son garde du corps, il va faire une tentative de suicide. Ils vont en parler à MTV et ça va continuer à entretenir une sorte de mystère autour de ce gars parce qu'on va se dire, il vient d'avoir la célébrité, il vient d'avoir le succès et il tente de se suicider. Bref, selon eux, ils vont essayer de l'encadrer, ils vont essayer de le laisser se reposer et un soir, alors que tout le monde est à table, il va demander à rentrer dans sa chambre. Quand il demande à rentrer dans sa chambre, on se dit peut-être qu'il a besoin de se reposer, donc on le laisse rentrer dans sa chambre seul. Quelques heures plus tard, le garde du corps vient dans la chambre et le garde du corps se dit qu'est-ce qui se passe à Houston? Quand il va entrer dans la chambre, il va voir qu'il y a du sang un peu partout sur le sol. Il va appeler Houston et Houston va lui dire non, ne t'inquiète pas, je suis là tranquille, il n'y a rien de grave. C'était mon petit moment ketchup. Non, c'est pas exactement ce qu'il va lui dire. Il va lui dire qu'il n'y a rien de grave et que le fameux garde du corps n'a pas à s'inquiéter. Lui, il va quand même s'inquiéter parce qu'il va avoir du sang et donc il va entrer dans la chambre, il va avancer et il va trouver Houston sur le ventre. Donc il va le retourner et quand il va le retourner, il va voir du sang partout sur les draps, y compris l'œil de Houston. À savoir que Houston, selon l'histoire, s'était arraché un œil de sang-froid. Il n'avait même pas crié et le gardien choqué va lui demander « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Il va lui répondre « Je devais le faire, j'avais besoin de le faire, ça va me libérer de tout. » Et c'est à partir de cette phrase-là que les théories vont commencer à s'accumuler. Parce que juste après, Houston va être interné de nouveau. Et bien sûr, voyant la gravité des choses, très rapidement, Capitol Records va tout couper en fait. Ils vont se séparer de Houston. Bien sûr, le disque d'or, bien sûr, I Like That. D'ailleurs, même McDonald's va tout de suite cesser la diffusion de la pub. Et même aujourd'hui, c'est très très difficile de retrouver cette publicité de McDonald's qu'on a pourtant tous vu et tous entendu pendant cette époque-là en fait. On l'a tous vu et entendu. Mais au moment où ça se passe comme ça pour Houston, Mac a tellement peur pour son image qu'eux aussi se retirent. Et c'est donc comme ça que ce chanteur, qui avait pourtant un certain talent vocal, va s'éloigner de l'industrie des disques. Officiellement, c'est le PCP, une drogue qui a des effets hallucinogènes, qui te fait totalement perdre la tête, qui est à l'origine de ce qui est arrivé à Houston. C'est-à-dire qu'il buvait beaucoup, il se droguait beaucoup, selon le label, selon les médecins et selon son garde du corps. Et ça a donc mené à ces événements tragiques, surtout qu'il avait déjà plus ou moins quelques problèmes mentaux. Ça, c'est la version donc officielle et celle du label. Sauf que d'un coup, la famille de Houston va dire que ce n'est pas vrai en fait, qu'il n'a jamais eu de problèmes mentaux, que certes il se droguait, certes il buvait, mais qu'il n'aurait jamais pu faire ça parce qu'à la base, c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui croit, donc il ne va pas sauter la vie et il ne va pas non plus se crever un œil. Pour eux, c'est l'univers d'Hollywood qui a essayé de tuer leur frère et ils vont tenir sur cette version-là qui va donc entretenir divers mystères. Certains vont commencer à dire que ce sont les Illuminati, d'autres vont dire que ce sont les gens d'Hollywood qui ont essayé de l'assassiner et quand lui-même va revenir sur ces événements-là quelques années plus tard, ses déclarations vont envenimer tout ça. You remember me from that record, I Like That. It was marking me. I wanted to come out with my real record. That record was written for me. I didn't come out with that record. The clothes I was wearing wasn't really me. You know what I mean? I'm more of a harder nigga, as you can see.
You know what I mean? They put that Michael Jackson jacket on me, you know, made me wear that jacket and shit. So I had to rip myself away before motherfuckers get the wrong impression about me. Très rapidement, et maintenant que vous connaissez toutes les vidéos, vous savez que sa première cible, c'est son premier album. Je n'y mets pas mon image, je n'y mets pas les chansons, ce n'est pas moi qui les ai écrites, en plus on m'a forcé, ce genre de choses. Et c'est tout à fait logique, surtout que quand vous le voyez parler, vous comprenez encore mieux ce dont je vous parlais au début en fait. Il y a un décalage total entre ce qu'on voulait vendre et ce garçon du ghetto très hood qui veut vraiment qu'on reste dans le ghetto en fait. Et en plus, il nous dit que Hollywood, le show business là, ce ne sont pas des gens bien. I'm from the hood, so where I come from, it's a whole nother element. Where I come from, different from the Hollywood scene, which is why I stay in the background of the scenes, because it's too many Fruit Loops in the Hollywood scene, so I stay in the background. When it comes to, you know, taking you someplace and making you do something and sugarcoating you, I say no to it. Et quand on va lui demander comment il a fait pour se crever l'œil lui-même, il va dire quelque chose d'assez ambigu qui va encore une fois entretenir tout ce mystère. Basically, the record's clear, you know what I mean? I got an eye injury, you know what I'm saying, dealing with certain thugs, dealing with certain gangsters, dealing with certain mafia. I had to get out that industry, man, for a second and take a breather. Alors, ce qu'il dit est très intéressant parce que là, il va vraiment s'agir de l'interprétation. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a dû faire face à des bandits, à des gangsters, à de la mafia et que finalement, c'est pour ça qu'il a été obligé de se retirer de l'industrie. Les premiers vont nous dire quoi? Ils vont nous dire que les gens d'Hollywood, les gens de l'industrie ont traumatisé ce garçon. C'est de leur faute. Quelqu'un a dû lui crever un œil parce qu'il ne voulait pas adhérer à certaines de leurs pratiques. Regardez, même son album, on l'a forcé à faire. C'est sûr qu'il a dû dire non sur certaines choses et que c'est pour ça qu'il a perdu un œil. Surtout que depuis qu'il n'est plus dans l'industrie, on a effectivement plus de news nous disant que Houston a été interné dans un hôpital psychiatrique. Ça, c'est la première thèse. Les gens qui pensent effectivement que l'industrie a plus ou moins strangulé ce garçon. Et à eux s'oppose une explication qui est plutôt logique en fait. Parce que quand il dit « j'ai dû faire face à des thugs, à la mafia, à des gangsters », ben en fait, ça c'est beaucoup de rappeurs qui, quand ils deviennent riches, commencent à avoir un entourage qui est plutôt proche des thugs, des gangsters et de la mafia. Et effectivement, ça peut mener à des choses qui ne sont pas très catholiques, surtout quand tu fumes, quand tu te drogues. Et ça peut aussi très bien te donner envie de quitter l'industrie parce que c'est un monde qui est aussi assez superficiel. Donc les deux explications dans l'affaire se tiennent, sauf que les fans de la première explication vont avoir un troisième argument entre parenthèses de choc selon eux. À savoir que Houston, en revenant et en faisant cette interview, va lancer une association pour arrêter le viol des hommes dans les prisons. Tout au long de la même interview, c'est le thème qui le passionne, c'est le thème qui le fait revenir. Il veut lancer une association pour protéger les hommes qui se font violer en prison. Et donc, de fait, il nous explique qu'il ne faut absolument pas perdre sa virilité, que tu sois noir, blanc, asiatique, il faut savoir montrer... Voilà. Il est très motivé sur ce thème-là. Et donc, de fait, certains ont commencé à interpréter en disant que, très certainement, Houston a été violé par des personnes dans l'industrie du disque et que comme il ne peut pas dire qu'il a violé, il en est devenu totalement fou et que c'est pour ça qu'il est autant passionné par ce thème et qu'il lance ce projet-là. I mean, and I can't afford to get caught up with these niggas and end up going in the pen and losing my manhood to a man who's been fucking man in the pen. Even if you carrying or doing something wrong and they put you in the pen, none of that shit is worth you losing your manhood to another man that's been raping motherfuckers in the pen. C'est autour de ça que le mystère continue à perdurer. L'une de ses dernières apparitions s'est faite en 2012. Lorsqu'il a été arrêté pour un excès de vitesse, il a essayé ensuite de faire un petit retour musical qui est passé totalement inaperçu. Et ce qui est vraiment marrant avec ce titre, c'est le fossé qualitatif énorme parce que le mec critiquait son premier album, mais quand on va écouter les titres qu'il va faire tout seul en 2012, c'était quand même qualitativement très en dessous de ce que Babyface, Soulshock et Caroline, The Underdogs avaient fait pour lui en fait. Même si c'était pas un album écrit par lui, même si c'était pas un classique, qualitativement c'est bien meilleur que ce qu'il va offrir par la suite. Donc le mystère autour de lui ne va pas se centrer sur l'aspect musical, mais sur ce drame en fait. Encore aujourd'hui, certaines filles vont vous dire Houston avait une belle voix, il était plutôt beau gosse, qu'est-ce qui s'est passé après I Like That? Comment est-ce qu'il a pu se crever l'œil comme ça? Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a fait? Vous avez vu qu'il y a deux théories qui s'opposent. Les gens en débattent encore et toujours, surtout qu'il n'a que 36 ans en fait. À cette époque-là, il avait seulement 20 ans.
À titre personnel, même si l'idée selon laquelle l'industrie aurait voulu vraiment le tuer et se débarrasser de lui dans les Illuminati et ce genre de choses, et je ne suis pas expert en Illuminati, j'estime qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui vont nous prouver qu'ils sont de vrais experts et auxquels je vais laisser la parole. Moi, j'ai toujours pensé que cette histoire était principalement un problème d'entourage. Pourquoi? Parce qu'au moment où Houston est en train de faire ce qu'il fait, il n'est encore rien du tout en fait. C'est surtout un gamin que Capitol a signé. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que le R&B, ça peut leur apporter, et Capitol, c'est principalement un label pop en fait. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur Shingy. Ils n'en ont rien à cirer des musiques urbaines. Ils vous signent parce qu'ils se disent que c'est un format qui marche. Ils dépensent de l'argent sur vous pour que ça marche. Ça ne marche pas, on s'arrête en fait. Ce n'est vraiment pas le label qui va aller suivre l'artiste de ouf. Surtout ce genre de nouveaux artistes en fait. Or, il se trouve que quand vous voyez l'attitude de Houston, c'est lui qui est resté hood. C'est lui qui est resté ghetto. Et donc, de fait, moi, j'ai toujours pensé que son entourage à lui n'a pas dû changer en fait. Et le label, comme c'était pas un label urbain qui était derrière lui, bouteau poussé, un peu comme Shingy, bah en fait, il a fait exactement ce qu'il voulait. Il a eu un mauvais entourage ou alors il s'est entiché des mauvaises personnes. Et c'est donc comme ça que selon moi, il s'est lancé dans une spirale infernale. Ça ne veut pas dire que les gens de l'industrie sont forcément bons. Mais au vu de sa carrière, au vu de son caractère, ce serait complètement débile de la part de Capitol Records d'investir autant sur un album qu'on ne va pas promouvoir en fait. On voit bien dans l'histoire que eux-mêmes sont choqués. Leur second single qui était censé être le truc sur lequel les filles allaient délirer, et tous leurs efforts ont été ruinés. Je ne suis pas en train de vous dire encore une fois que l'industrie est totalement irréprochable. Mais dans le cas de Houston, selon moi, quand je l'entends parler de Hollywood, je l'entends aussi parler du fait que quand il est arrivé là, il n'avait que 20 ans. On voit qu'il avait déjà un peu pris la grosse tête, notamment quand il crachait son album. Il était entouré de personnes qui ne lui voulaient pas du bien en fait. Ça ne veut pas forcément dire qu'on voulait le tuer dans les Illuminati. Non, ça ne veut même pas forcément dire qu'il a été violé. Mais ça veut dire qu'il a gardé cet entourage très ghetto et que fatalement, drogue, alcool et rock'n'roll ont peut-être fait mauvais ménage et ont mené à cet engrenage totalement dramatique pour un garçon, encore une fois, qui méritait bien mieux. Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis, me dire ce que vous pensez de Houston. Est-ce que vous l'avez découvert avec cette vidéo? Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous connaissez cette histoire du chanteur de R&B qui s'est quasiment crevé un œil lui-même? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce que c'est l'industrie qui l'a tué au sens littéral du terme? Est-ce que c'est l'ambiance de l'industrie comme moi je pense qu'il l'a tué? Est-ce que ce sont les Illuminati qui ont voulu le tuer même si c'était un petit chanteur de R&B? On voulait se faire un chanteur de R&B, on l'a sacrifié. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à être poli. N'hésitez pas à argumenter vos points de vue. Je vais vous lire, je vais commenter, je vais répondre. N'hésitez pas aussi à participer au Tipeee, à souscrire à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et pour la prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand elle va arriver parce que tant que je n'ai pas mon nouveau capteur, je ne compte pas faire de nouvelles vidéos en fait. J'aimerais bien que ce soit bien ficelé. Ils me disent 4 à 6 semaines, donc je vais voir si soit j'attends, soit j'achète un nouvel appareil, surtout qu'il y aura du contenu exclusif pour ceux qui vont souscrire à la chaîne et pour ceux qui s'abonnent au Tipeee. Bref, merci à tous, merci pour votre fidélité. Je vous attends dans les commentaires et on se retrouve lundi soir pour un live Instagram débat. Préparez vos argumentaires, venez comme des avocats, ce sera chaud.